Le 4 juillet 1969, à exactement 21h45, dans un quartier résidentiel paisible de Vallejo, en Californie, un crime glacial allait se produire qui allait envoyer des ondes de choc à travers la nation et laisser derrière lui un héritage de terreur. C'était le soir du 4 juillet, les gens étaient sortis pour célébrer, et la nuit était éclairée seulement par les lucioles et les feux d'artifice occasionnels. Les rues étaient bordées d'arbres d'érable géants, leurs branches craquant doucement dans la brise de soirée. En quelques secondes, l'atmosphère allait se transformer en mortelle. La scène se déroula comme un canevas sombre, peint avec les couleurs vives du sang et la lueur étrange du soleil couchant. L'air était lourd d'un silence surnaturel, comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. Derrière une Ford Galaxy blanche, gisait le corps inerte de David Faraday, âgé de 16 ans, sa date, Betty Lou Jensen, âgée de 17 ans, était blessée et hurlait pour de l'aide. Le sang éclaboussa le bitume, formant une danse macabre de gouttes de sang cramoisies. La nuit paisible qui avait été avait dégénéré en chaos. Derrière le volant de la Ford Galaxy se trouvait David Faraday, un adolescent qui avait conduit sa date à la maison. Les cris de terreur de Betty Lou Jensen hantent encore l'imagination, alors qu'elle gisait blessée à côté de son date inerte. L'énergie malfaisante du tueur avait laissé une marque indélébile sur cette nuit fatidique, une marque qui serait gravée dans les mémoires de ceux qui ont assisté à l'horreur. Le corps de David Faraday était penché en avant, ses yeux fixés sur un regard permanent, figé dans le temps. Son sort était scellé en un instant. Les témoins ont décrit l'écoute du son de tir, suivi du cri de pneu de la Ford Galaxy blanche qui s'éloignait de la scène. Ils ont rapporté avoir vu une figure dans la banquette arrière, mais il était trop sombre pour distinguer les traits. La panique avait commencé à se répandre lorsque la nouvelle de la fusillade s'est répandue dans le quartier. Certains témoins ont affirmé avoir vu une personne ou des personnes fuir la scène à pied, tandis que d'autres ont décrit une voiture suspecte qui s'éloignait de la zone. Les sons des sirènes pouvaient bientôt être entendus à distance, signalant l'arrivée des premiers intervenants. Avant de poursuivre, cliquez sur la bannière s'abonner et la cloche, nous publions de nouveaux cas chaque jour. Chaque cas est une pièce de l'histoire, chaque cas est une pièce de notre psyché collective. Des tueurs en série au vol notoire, nous plongeons dans les coins les plus sombres de la nature humaine. Je vais vous emmener à l'origine de cette histoire, une histoire qui allait s'étendre sur des décennies et prétendre de nombreuses victimes. Il s'agit de l'histoire du tueur en série Zodiac, un nom qui fait frémir ceux qui osent le prononcer. Né dans une époque de turbulence sociale et de changement, le tueur en série Zodiac allait émerger comme un produit de la contre-culture des années 1960, laissant derrière lui une traînée de lettres cryptées, de codes et de puzzles. C'est l'histoire de comment les crimes du tueur en série Zodiac ont secoué la nation, et notre enquête sur l'identité de cette figure évasive. Le tueur en série Zodiac a émergé pour la première fois en 1966, dans la petite ville de Vallejo, en Californie, où 2 adolescents ont été brutalement tués. Les meurtres ont continué pendant les années suivantes, laissant derrière lui une traînée de corps et un message crypté qui entra à la police pendant des décennies. C'est l'histoire de l'enquête sur les crimes du tueur en série Zodiac, des meurtres initiaux aux lettres cryptées et aux codes qui auraient testé les limites de l'ingéniosité humaine. Nous allons vous emmener à travers les détours et les tournants de l'affaire, et examinerons les preuves qui ont été laissées derrière. Le tueur en série Zodiac est l'un des cas les plus notoires non résolus de l'histoire des États-Unis, avec un personnage central qui a échappé à la police pendant des décennies. La personne centrale de ce cas était connue sous de nombreux pseudonymes différents, mais le plus couramment utilisé était Arthur Lee Allen, né le 18 novembre 1933, âgé de 35 ans, vivant à Vallejo, en Californie. Arthur Lee Allen vivait avec sa mère, Doris, et ses frères et sœurs, et travaillait comme un janitor scolaire, mais il était connu pour être assez reclus. Il passait la plupart de son temps libre à lire et à écrire, ce qui semblait suspect plus tard, car certaines de ses écrits ressemblaient à ceux du tueur en série Zodiac. Comme un homme calme et réservé, il est surprenant qu'il ait attiré l'attention de tant de personnes dans sa communauté. Arthur Lee Allen a été décrit par ceux qui le connaissaient comme une personne amicale et sociable qui aimait assister à l'église et participer à des événements locaux, mais c'est une image contradictoire considérant les crimes odieux qu'il est accusé d'avoir commis. Dans sa vie quotidienne, Arthur travaillait comme janitor dans des écoles locales, ce qui lui donnait accès aux écoles et aux enfants, ce qui suscitait davantage de controverses. Il avait également une épouse, Betty, qu'il a divorcée dans les années 1960, mais ils restèrent mariés en raison de la commodité, plutôt que de l'affection partagée. Beaucoup ont décrit Arthur comme un homme complexe et en conflit,
luttant avec ses impulsions plus sombres. Malgré son air maladroit, il a réussi à se lier d'amitié avec des membres de l'Église et des connaissances locales qui admirent sa nature amicale et sincère. Le côté sympathique et relatable d'Arthur peut être attribué à sa personnalité terre à accent grave terre, qui le rendait facile à faire confiance et à fréquenter. Par exemple, ses amis de l'Église l'ont décrit comme un membre dévoué et aimable de leur communauté. Malgré ses tendances plus sombres, qu'il exprimait par ses écrits, les gens ont trouvé difficile de relier les points entre l'extérieur amical d'Arthur et les actes brutaux du tueur en série Zodiac. Beaucoup ont spéculé que la nature reclusive d'Arthur et son tourment intérieur le rendaient un personnage encore plus intrigant, cachant des secrets sous sa surface apparemment innocente. Il est difficile de réconcilier les aspects contradictoires de sa personnalité, laissant derrière des questions sur ce qui aurait pu le pousser à une telle noirceur. Alors que les tendances reclusives d'Arthur devenaient plus prononcées, son cercle social se réduisait, le remplaçant par un intérêt obsessionnel en astrologie et en code, qui devint un trait caractéristique de ses crimes supposés. Ceux qui l'entouraient ont commencé à remarquer son isolement croissant et son comportement erratique, mais cela a été écarté comme une simple excentricité. Betty, son ex-épouse, a même mentionné qu'il était devenu plus agressif et colérique dans les mois précédant la première meurtre confirmé du tueur en série Zodiac. Les mois précédant la règne de terreur du tueur en série Zodiac étaient marqués par des tensions accrues, une profondeur de paranoïa et une escalade incontestable de ses impulsions plus sombres. Mais jusqu'où est-elle descendue la chute en folie d'Arthur? Bienvenue à Chronique de crime, votre source pour des enquêtes approfondies sur des crimes réels. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des affaires les plus iconiques et les plus infâmes de l'histoire américaine, le tueur du Zodiac. C'était une soirée automnale froide à Vallejo, en Californie, le 20 décembre 1968, exactement à 21h45. Le ciel était d'un bleu foncé, avec une légère brume s'écoulant du golfe de San Francisco. La température avait chuté significativement, laissant une atmosphère sinistre sur la communauté. Les rues étaient calmes, à l'exception de quelques voitures qui passaient. Alors que la nuit tombait, les résidents de Vallejo allaient à leur routine du soir, ignares de l'horreur qui allait se dérouler. La séquence d'événements menant à la crime est complexe, mais il est essentiel de comprendre les circonstances. David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, avaient planifié une soirée romantique ensemble. Ils se sont rencontrés à la station-service locale, où ils ont rempli leur voiture et ont commencé une promenade calme le long de la route de l'Eckerman. Lorsqu'ils ont approché un endroit isolé, ils ont arrêté la voiture, et ce qui s'est passé ensuite allait changer le cours de l'histoire à tout jamais. La nuit calme allait être brisée par un acte de violence sans raison. Le crime lui-même était brutal et rapide. David Faraday et Betty Lou Jensen ont été abattus à bout portant, avec plusieurs balles qui ont traversé leur corps. Le tueur a frappé sans avertissement, laissant les victimes souffrir d'un sort sans pitié. Les policiers ont été appelés sur les lieux, et une enquête a été lancée, mais le tueur est resté en liberté, laissant derrière lui une traînée de indices cryptiques. Alors que la nuit s'écoulait, la réalité de la situation a commencé à pénétrer, et la communauté a été laissée traumatisée par la violence sans raison. Les familles des victimes ne seraient jamais les mêmes. L'un des détails les plus choquants du crime est la brutalité de l'attaque. David Faraday a souffert d'une blessure par balle mortelle à la tête, tandis que Betty Lou Jensen a été touchée plusieurs fois, y compris une balle à la base du crâne. Le tueur a fait preuve d'un mépris total pour la vie humaine, ce qui est un rappel glacial de l'Évil qui se cache dans les ombres. Ce seul détail restera gravé dans les esprits de ceux qui ont étudié cette affaire. La nature graphique de ce crime sera rappelée pendant des générations à venir. La première personne à découvrir le crime était un conducteur qui passait, qui a découvert le lieu et a immédiatement appelé les policiers. L'officier qui est arrivé sur les lieux a plus tard décrit les victimes comme de jeunes jambots dont la vie a été coupée court sans raison. Le premier réflexe de l'officier était que c'était un vol qui s'est mal passé, mais à mesure qu'il enquêtait plus loin, il est devenu clair que ce n'était pas un crime ordinaire. Le témoignage de l'officier offre un aperçu de la confusion et du chaos de cette nuit fatidique. Alors que l'officier a traité le lieu, la réalité de la situation a commencé à pénétrer, et le poids du crime est devenu clair. Commentez en bas, qu'est-ce que vous pensez qui s'est réellement passé ici? Était-ce une attaque préméditée ou un crime d'opportunité? Le tueur était-il motivé par le désir de pouvoir ou une vision déformée de l'amour? Alors que nous continuons à explorer cette affaire,
nous allons plonger dans les théories et les preuves qui nous emmèneront sur une course folle à travers l'esprit du tueur du Zodiac. Restez connectés pour la suite, où nous allons examiner les indices critiques et les codes que le tueur a laissés derrière lui. Alors que l'enquête se déroule, la pleine mesure de ce qui s'est passé devient claire. Les policiers sont confrontés à une toile complexe d'indices, y compris un message critique qui lit « J'aime tuer les gens parce que cela est tellement amusant, cela est plus amusant que de tuer des animaux sauvages dans la forêt parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. » L'attitude hardie et l'intelligence calculatrice du tueur le rendent un adversaire redoutable. Les policiers sont en course contre la montre pour attraper le tueur, mais chaque minute qui passe les rapproche de la vérité. Le jeu de chat et de souris a commencé, et seul le temps dira qui émergera vainqueur. Et c'est tout pour aujourd'hui. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour continuer notre enquête sur les crimes du tueur du Zodiac. Nous allons plonger plus profondément dans l'affaire, en explorant les liens avec d'autres crimes, l'enquête et l'impact sur la communauté. Le règne de terreur du tueur du Zodiac peut avoir pris fin, mais son héritage continue à hanter les rues de la Californie du Nord à ce jour. Restez connectés, et laisserez-nous trouver la vérité. Alors que la police a d'abord répondu aux crimes du Zodiac Killer en les considérant comme l'œuvre d'un individu isolé qui pourrait être capturé par des méthodes traditionnelles, en juillet 1969, le département de police de Vallejo a pris la tête de l'enquête sur les meurtres. Ils ont collecté des preuves, interrogé des témoins et fouillé la zone pour tout signe du tueur. Cependant, leurs efforts ont été entravés par un manque de coordination avec d'autres agences de police, y compris le département de police d'Oakland. À mesure que le cas refroidissait, la police a commencé à se fier davantage aux conseils du public. La pièce clé d'évidence qui a everything changé étaient les lettres et les cryptogrammes du Zodiac Killer qu'il a envoyés aux journaux, qui ont été collectés plus tard par la police. Ces lettres et cryptogrammes ont fourni une vue unique dans l'esprit du tueur et ont conduit les enquêteurs à croire qu'ils avaient affaire à un individu très intelligent. L'un des cryptogrammes les plus célèbres, connu sous le nom de le 340 caractères cifrés, est resté sans solution pendant des décennies et est devenu une source de fascination pour de nombreux amateurs de crimes réels. Les cryptogrammes ont également suggéré la possibilité que le Zodiac Killer fût membre de la communauté des services secrets, mais cette affirmation n'a jamais été prouvée. Alors que les enquêteurs ont plongé dans les cryptogrammes, ils ont commencé à réaliser la complexité du cas. Les principaux suspects dans l'affaire du Zodiac Killer comprenaient Arthur Lee Allen, Richard Gekowski et Ross Sullivan. Allen, un violeur d'enfants condamné, a été identifié comme un suspect potentiel en raison de ses similarités avec les croquis composites du Zodiac Killer. Gekowski, un ancien journaliste, était également un suspect en raison de ses liens avec le cas et de son histoire de comportement violent. Sullivan, un condamné, était un autre suspect qui a été considéré en raison de son histoire de crime violent et de sa ressemblance avec le Zodiac Killer. Malgré la tension, aucun de ces suspects n'a jamais été officiellement accusé des crimes. Le piège à loup dans le cas était la théorie du Zebra Killer, qui a fait perdre des mois d'enquête. Cette théorie proposait que le Zodiac Killer était en réalité la même personne responsable d'une série d'attaques contre des victimes noires dans la même zone, connue sous le nom des Zebra Killings. Cette théorie a gagné en popularité en raison des similarités dans le mode opératoire des deux cas, mais elle s'est finalement révélée être une fausse piste. Alors que les enquêteurs ont passé plus de temps à poursuivre la théorie du Zebra Killer, ils ont commencé à perdre de vue le cas original. Cette diversion aurait finalement entravé l'enquête et empêché la police de capturer le tueur réel. L'affaire du tueur en série Zodiac est celle qui a hanté les enquêteurs et le public de même depuis des décennies, mais une révélation pourrait enfin apporter un terme à ce chapitre tragique. C'est un tournant qui n'a même pas été prédit par les détectives les plus expérimentés, et cela tourne autour du suspect Arthur Lee Allen. En 2018, il a été découvert que le DNA d'une lettre envoyée par le tueur en série Zodiac en 1969 correspondait à 100% avec le DNA d'un échantillon prélevé chez le neveu d'Allen en 2002. C'est un événement stupéfiant qui a conduit de nombreux à croire que Allen, un pédophile condamné, était bien le tueur en série Zodiac. La question est, pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour que cette preuve de DNA soit portée à la connaissance du public ?